bonjour à tous. Bon, merci beaucoup d'être venus aussi nombreux à la deuxième édition de la conférence d'ENSA Quantum, organisée à l'NCA. Déjà, je suis ravie de voir autant de gens et je voulais personnellement, avant de commencer la conférence, j'aimerais remercier plusieurs personnes qui ont beaucoup contribué à la conférence. Dans un premier temps, je remercie tous les staffeurs, en particulier ceux d'ENSA Quantum, qui ont réussi à organiser parfaitement cet événement. Je remercie aussi Monsieur Chaz et Julien qui ont assisté avec nous pendant 2 après-midi complètes pour tous les tests de la régie, etc. C'était assez long et fastidieux. Je remercie aussi les associations comme La Cave, Epicuria et Wave qui vont organiser un super buffet après la conférence et Wave pour leur travail actuel dans la régie. Je remercie aussi l'NCA, la communication, le patrimoine, la vie étudiante pour permettre à ce que cet événement se passe. Et je remercie aussi la CIJ pour leur soutien qui a permis à ce que cet événement ait lieu. Et pour finir, je remercie bien entendu nos speakers, sans qui cet événement serait impossible. Donc, je vous présente Monsieur Villemar, qui est actuellement responsable de la recherche au laboratoire méthode formelle de l'INRIA Saclay. Et il va nous faire sa présentation « Approche graphique des calculs à base de match gates ». Donc voilà. Je me démute, vous m'entendez? Ouais, cool. On va juste attendre que mes slides apparaissent à l'écran. Et puis pendant que ça apparaît, je vais en profiter pour dire que c'est une occasion super ce soir de vous montrer un peu l'éventail des possibilités qui sont données par l'informatique quantique, avec des travaux comme ceux d'Amélie où on a de la physique expérimentale, et de l'autre côté, à l'autre côté du spectre. So I hear you've gone to a quiet room, it sounds like. Très bien. Voilà, donc je disais, avec d'un côté du spectre de la physique expérimentale et de l'autre côté des choses comme ce que je fais, qui est pour le coup très loin de l'expérimental, qui est plus côté mathématique, informatique mathématique. Donc si certains parmi vous sont intéressés par les liens qu'il pourrait y avoir entre de l'informatique quantique et de la combinatoire dans des graphes, eh ben c'est fait pour vous. Voilà. Donc ça, c'est de la recherche que j'ai faite très récemment avec des co-auteurs, donc notamment Titouan Carrette, qui vient d'être recruté au laboratoire d'informatique de l'IX, de Polytechnique, donc juste à côté de là où tu bosses, a priori, ainsi que Étienne Moutot, qui lui est chargé de recherche, mais à Marseille, et de Thomas Pérez, qui était en stage avec nous au moment de la réalisation de cette recherche. Et donc ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est justement un lien un peu étrange qu'on a redécouvert entre l'informatique quantique et de la combinatoire sur des graphes, notamment via ce qu'on appelle des calculs à base de match gate. Je ne connais pas le nom en français, donc j'ai tout mis en anglais pour être tranquille. Et notamment, moi, je suis plus du côté picturing, si j'ai mon pointeur. Je suis plus dans un domaine où je vais regarder les outils qu'on a à notre disposition pour parler du quantique. Et ces match gates, en fait, c'était des choses que je ne connaissais pas trop, voire pas du tout, et qu'on a un peu découvert en faisant cette recherche. Donc voilà, je vais commencer à palabrer là-dessus. Donc je vais commencer par un lieu commun qui est que, a priori, les systèmes quantiques, notamment les algorithmes quantiques qu'on va déléguer à nos ordinateurs quantiques, a priori, ils vont être durs à simuler efficacement avec un ordinateur classique. C'est tout l'enjeu, c'est pour ça qu'on met des milliards dans le développement d'ordinateurs quantiques, c'est parce qu'a priori, c'est pas quelque chose qu'on va être capable de réaliser
classiquement avec un ordinateur comme celui qui est juste devant moi. Mais voilà, donc, étant donné que notamment les ressources quantiques vont être très chères, ça paraît important pour le programmeur de pouvoir vérifier, de pouvoir analyser son code, son programme, sans avoir besoin de le lancer sur la machine quantique, parce que, en effet, les ressources sont limitées, les ressources sont chères. Donc si on est capable de faire de l'analyse de ces processus quantiques via des méthodes classiques, on y gagne sur tous les tableaux. Voilà, donc dans ce que je vais vous présenter là, c'est ce qu'on a voulu faire, c'était un peu regarder la frontière entre les ressources justement classiques et les ressources quantiques, les ressources qui sont purement nécessaires pour faire du quantique, par rapport à celles qu'on peut en fait justement efficacement simuler avec un ordinateur classique. Et donc ce que je vais utiliser comme outil ici, c'est ce qu'on appelle un langage graphique, qui s'appelle en l'occurrence le ZW Calcul, qui est là, dont les objets sont des diagrammes. Donc je vais avoir quelques images dans la suite, vous en faites pas. Et en fait, tout l'enjeu ici, dans ce genre de langage, c'est de manipuler ces diagrammes de telle sorte à représenter un processus quantique, un algorithme quantique, par exemple. Donc, ces diagrammes, on a une façon de les comprendre comme des processus quantiques. Les processus quantiques, c'est rien de plus que des grosses matrices de complexes. Donc, si on veut rester dans le cas, disons par défaut, ça va être des matrices unitaires complexes. Voilà. Et donc, on est capable de représenter, d'interpréter, disons, ces diagrammes du ZW Calcul via une interprétation qu'on appelle interprétation standard. Je vais vous montrer comment ça marche dans la suite. Et vraiment au cœur de ce langage graphique, ce qui le rend vraiment intéressant, c'est le fait qu'on le munit d'une ce qu'on appelle une théorie équationnelle, c'est-à-dire un ensemble d'égalités entre les diagrammes qui préserve l'équivalence sémantique. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, peut-être une analogie avec le classique, vous pouvez avoir deux algorithmes classiques qui vont implémenter exactement la même chose. D'accord ? Vous pouvez avoir deux façons d'écrire le même algorithme. De la même façon, ici, une fois qu'on aura représenté nos algorithmes via ces diagrammes du ZW, eh ben, on peut avoir plusieurs diagrammes du ZW qui représentent le même opérateur quantique. Et donc ça, c'est capturé par cette théorie équationnelle. À nouveau, je vais avoir des exemples un peu plus probants dans la suite. Et donc ce que j'aime bien faire, en fait, c'est faire un peu un parallèle entre le ZW Calcul, qui est en fait encore un niveau d'abstraction par rapport à ce dont on a un peu plus l'habitude, pour ceux qui ont un peu l'habitude de l'informatique quantique, qui sont les circuits quantiques. C'est un peu un niveau d'abstraction au-dessus, un peu comme les nombres complexes sont un niveau d'abstraction par-dessus les nombres réels, si vous voulez. Dans le sens où voilà, on a une plus grande abstraction. Dans les deux cas, on s'abstrait d'une contrainte qu'on avait. Donc dans les nombres réels, par exemple, on s'abstrait du fait que le carré d'un nombre doit être positif. C'est plus le cas dans les nombres complexes. Et de la même façon, pour passer des circuits quantiques au diagramme du ZW, on s'abstrait de l'unitarité, la contrainte d'unitarité sur les matrices. Voilà, dans les deux cas, en fait, ça englobe ce dont on partait. Donc les nombres complexes, ils contiennent les nombres réels, et les diagrammes du ZW contiennent les circuits quantiques. Donc on est capable de représenter n'importe quel circuit quantique via un diagramme du ZW. Et enfin, pourquoi on s'intéresse à ça? C'est surtout parce que de la même façon que c'est parfois plus utile de considérer des problèmes avec l'utilisation des nombres complexes, c'est parfois plus utile aussi de raisonner sur un problème en quantique avec quelque chose qui s'abstrait de cette unitarité. Donc ça peut permettre de résoudre des problèmes dans les circuits quantiques notamment. Voilà. Donc ça, c'est voilà, un peu l'introduction que j'ai ici. Donc ce que je vais faire, dans un premier temps, c'est vous présenter ce que c'est que ce ZW Calcul dont je parle depuis le début. Et donc je vais faire ça de façon progressive et à chaque fois en vous donnant l'interprétation du diagramme, donc la façon dont on comprend ce diagramme comme étant
un opérateur quantique, mathématiquement. La première chose qu'on a, le truc le plus simple, c'est l'identité, qu'on va représenter simplement par un fil. Un peu de la même façon, je ne sais pas si vous êtes trop familier avec le genre de circuit booléen qu'on utilise pour représenter des opérations, notamment les opérations qui sont faites dans les ordinateurs. On peut les représenter par des circuits booléens. Et de la même façon, dans ce genre de diagramme, l'information, on la représente comme passant à travers un fil. Voilà. Sauf qu'ici, donc l'information, elle n'est pas classique, elle est quantique. D'accord? Donc ça représente, ce truc-là, c'est l'identité, ça représente une simple matrice 2 par 2, qui est la matrice identité pour ceux qui ont fait un peu d'algèbre linéaire. Et on a cette notation un peu funky à côté. Donc ça, je ne suis pas sûr que tout le monde soit trop familier avec, c'est ce qu'on appelle la notation de Dirac. C'est une façon de représenter les applications linéaires, essentiellement. Et qu'est-ce que ça vous dit ici? Ça vous dit que ça prend un 0 en entrée. Si ça prend un 0 en entrée, ça renvoie un 0. Et si ça prend un 1 en entrée, ça renvoie un 1. D'accord? Vraiment le truc par défaut. On a des choses qu'on n'a pas dans les circuits quantiques, pour le coup, qui sont ces deux trucs, qui sont un peu, si vous voulez, une identité, mais qu'on a courbée. D'accord? Donc on a ici quelque chose qui prend 2 qubits en entrée et qui renvoie rien du tout. Donc moi je lis les diagrammes du haut en bas, du haut vers le bas. Donc là, c'est une opération qui prend 2 qubits en entrée et qui renvoie rien. Et cette opération, elle est donnée par cette matrice, qu'à nouveau on peut représenter par cette notation de Dirac. On a aussi son dual, en fait sa transposée techniquement, qui est simplement du coup un état, parce que c'est quelque chose qui ne prend pas de qubits en entrée et qui renvoie 2 qubits. On peut voir ça comme un état quantique sur 2 qubits. Du coup. Et encore, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces fils pour l'instant? On peut changer l'emplacement de 2 qubits, simplement avec ce petit truc qu'on appelle un swap. Et sa matrice, c'est celle-ci. Alors, c'est pas forcément évident au départ de pourquoi c'est ça, sa matrice, mais en fait, on se rend compte que si on regarde ce qui se passe sur les indices ici, ça envoie 0, 0 sur 0, 0, ça envoie 0, 1 sur, ici, 1, 0, d'accord? Donc ça échange les 2 bits classiques. Ça envoie 1, 0 sur 0, 1, et ça envoie 1, 1 sur 1, 1. Donc c'est vraiment en train de changer l'emplacement, simplement, de nos 2 qubits. D'accord? Donc ça, c'est tout ce qu'on peut faire avec des fils dans nos diagrammes du ZW, mais on a besoin d'un peu plus que ça, si on veut être capable de représenter n'importe quelle application linéaire. J'ai oublié, celui-ci, important, très important. On a un genre de croisement qui est un peu différent, notamment parce qu'il a dans sa matrice, vous voyez ici un -1 tout en bas à droite. Ce croisement, on appelle ça un swap fermionique, un croisement fermionique, j'imagine en français. Voilà, tout ce qu'il fait, c'est rajouter un -1 ici par rapport à ce que fait le croisement habituel. Voilà. Vous allez voir, il va réapparaître dans la suite, il est super important pour ce truc. Voilà, donc comme je le disais, on a besoin d'un peu plus que ça pour représenter les opérateurs quantiques qu'on va vouloir manipuler. Et donc, un des premiers gros générateurs qu'on a, c'est ce nœud noir ici, qui a un nombre arbitraire d'entrée, un nombre arbitraire de sortie. D'accord, et qui représente alors, une grosse matrice de taille 2 puissance m par 2 puissance n, donc évidemment, je ne vais pas vous l'écrire en entier, et à écrire justement sous sa forme matricielle, c'est pas forcément évident de ce qu'elle fait. En fait, c'est plus évident quand on utilise la notation de Dirac, c'est pour ça que je vous l'ai introduite dans la slide précédente. En fait, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle va faire la combinaison linéaire de tous les mots binaires de poids 1. Donc avec un unique 1 dans l'écriture du mot. D'accord ? Ici, on a le 1 qui est en toute dernière position. Là, ici, il est en avant-dernière position, etc. Ensuite, il arrive ici. Il part vers la gauche, il continue. Et en fait, on a fait ici une combinaison linéaire de tous les mots de poids 1. Voilà. C'est ça qu'il fait, ce truc-là. Et c'est ça qui est en fait super important pour la combinatoire dont je parlais un peu au début, comme vous allez voir dans la suite.
Le deuxième gros générateur qu'on a, c'est celui-ci. C'est un nœud blanc pour le distinguer du nœud noir qui est au-dessus, qui, de la même façon, a un nombre arbitraire d'entrée et un nombre arbitraire de sortie, mais qui est aussi paramétré par un nombre complexe quelconque. Donc ça, c'est laissé à l'appréciation de l'utilisateur, quel poids on va mettre là-dedans. Mais R, voilà, R ici, c'est un nombre complexe. La matrice de ce générateur-là, elle est beaucoup plus simple. C'est une matrice très creuse, des zéros partout, un 1 tout en haut à gauche, et le R, justement, le paramètre R ici, tout en bas à droite. Et c'est tout. Ça s'écrit aussi très bien en notation de Dirac, c'est le mot avec que des zéros, plus R fois le mot avec que des 1. Voilà. OK? Alors, ensuite, ces générateurs, on va pouvoir les composer. Il y a deux façons de composer les générateurs, comme c'est des matrices, essentiellement. La première façon de les composer, c'est en séquence. D'abord, j'applique D1, puis j'applique D2. Et ça, en termes matriciels, ça représente simplement la composition de matrices, la composition d'applications linéaires. Okay, ça, normalement, c'est pas nouveau pour vous, je pense. La deuxième façon de composer des matrices comme ça, c'est en les mettant côte à côte, tout simplement. Et ça, justement, ça représente, si vous imaginez un algorithme quantique, ça représente vraiment l'idée que j'ai un algorithme qui tourne ici, j'ai un algorithme qui tourne à côté, et je les mets juste côte à côte. Je les laisse tourner ensemble, ils n'interagissent pas, d'accord, mais j'ai besoin, du coup, pour représenter cette opération, j'ai besoin du produit tensoriel, du produit de Kronecker ici. Donc celui-là, je vous l'ai défini parce que potentiellement, vous ne le connaissez pas. Ça dépend à quel point vous êtes allé loin dans l'algèbre linéaire, mais voilà, du coup, c'est pas très compliqué en fait. Si je fais A tenseur B, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir une grosse matrice par bloc, construite par bloc avec le premier élément de A fois toute la matrice B, ici le deuxième élément de A, l'élément 1, 0, de A fois toute la matrice B, etc. Ça veut dire notamment que ici, je n'ai pas de contraintes sur les dimensions de mes matrices. Je peux prendre n'importe quelle paire de matrices et faire son produit tensoriel. Alors qu'ici, vous savez sûrement que quand on fait la composition d'applications linéaires, on a besoin que la dimension de sortie de D1, ce soit la dimension de l'entrée de D2. OK ? Donc un petit exemple peut-être pour fixer les esprits. Si j'ai ces 4 générateurs là, donc j'ai 2 fois l'identité, ici et ici. J'ai un nœud noir avec une entrée et 2 sorties, et j'ai un nœud blanc avec 2 entrées et une sortie, avec paramètre i d'ailleurs. Ce que je peux faire, c'est les composer ensemble. Alors qu'est-ce que je peux faire pour les composer ensemble? Je peux par exemple faire une composition en parallèle, en utilisant ce produit-là, avec ces 2 générateurs-ci. Voilà. Et de la même façon, je peux faire le produit en parallèle aussi, avec les 2 du bas. Ça me donne un diagramme un peu plus gros pour le haut, et un diagramme un peu plus gros pour celui du bas. Je peux ensuite, ces deux-là, les composer ensemble, parce qu'ils ont le même nombre de pattes ici, en sortie pour celui du haut et en entrée pour celui du bas. Donc je vais pouvoir les composer ensemble, et ça va simplement grouper ensemble l'entrée avec la sortie correspondante. D'accord ? Et donc notamment, si je veux calculer ce que fait ce diagramme, qu'est-ce qu'il représente comme application linéaire, comme opérateur quantique, je peux le calculer tout simplement en redécomposant le diagramme de la façon dont je l'avais composé à la base. Donc j'avais en bas l'identité tenseur, le nœud blanc, c'était la couche du bas, donc celle-là est en tenseur. Pour la couche du haut, j'avais le nœud noir en tenseur avec l'identité, ça c'est la couche du haut, et les deux ensemble, je les ai composés avec la composition habituelle d'application linéaire. Voilà, donc dans le terme qui est ici, vous pouvez remplacer chacun de ces générateurs par la matrice correspondante. Je ne l'ai pas écrite ici parce que c'est un peu gros, mais si vous faites le calcul, vous obtenez à la fin cette matrice-là. Donc là, normalement, vous allez avoir une petite idée de comment on peut composer les générateurs ensemble et aussi comment on peut récupérer l'information de ce qu'on est en train de représenter. Si vous n'avez pas complètement suivi, c'est pas grave, on l'utilisera
pas trop dans la suite. C'est juste voilà, pour vous rappeler que c'est faisable en tout cas. Voilà, donc ça c'est les générateurs eux-mêmes. Hop, voilà, j'ai oublié un truc. C'est l'universalité. On a un théorème sur ces diagrammes, c'est que n'importe quelle application linéaire d'une dimension, une puissance de 2, vers une dimension d'une puissance de 2 sur les complexes, d'accord, donc n'importe quelle matrice complexe dont les dimensions sont des puissances de 2, okay, on est capable de le représenter avec un diagramme du ZW. Donc on dit qu'on est universel parce qu'on est capable de représenter n'importe quelle application linéaire, en fait. Et même un peu plus que ça. Voilà, donc ce qui est intéressant avec ce langage graphique, et ce qui fait qu'il est vraiment au cœur de notre recherche, c'est qu'il est doté d'une structure qui est vraiment très intéressante, parce qu'en fait, on a tout un ensemble d'équations qui sont vérifiées, et qui nous disent que, essentiellement, on peut tordre les fils à loisir. On peut, par exemple, échanger 2 fois la position d'un qubit, ça revient à ne rien faire. Voilà. On peut prendre 2 registres, échanger leur place, appliquer une opération sur le registre de droite, disons. Ça revient à appliquer d'abord l'application sur le registre avant d'échanger leur place, puis d'échanger leur place. C'est des choses qui sont très naturelles, d'accord ? Et c'est justement pour ça qu'on a choisi ces générateurs-là, c'est parce que c'est les générateurs qui font en sorte que tout ça, ça marche. Et on a cette dernière équation notamment qui nous dit qu'on peut un peu tordre notre fil ou le retendre, suivant le sens que vous utilisez dans l'équation. On a d'autres types d'équations pour les générateurs eux-mêmes. Donc ce sigma ici, il est là pour représenter une permutation de fil, n'importe quelle permutation de fil. Ce que dit cette équation ici, notamment, c'est que en fait, l'ordre d'arrivée des fils sur le nœud blanc n'a aucune importance. Aucune importance du tout. On peut les permuter dans l'ordre qu'on veut. On peut même transformer une entrée en sortie sans que ça change l'interprétation du nœud. Et on a exactement la même propriété avec le nœud noir là-haut. Et donc tout ça, en fait, ensemble, ça nous donne un résultat assez fort, qui est que quand on prend un diagramme du ZW, là, on peut vraiment tordre le diagramme dans tous les sens, sans changer la matrice qu'il représente. D'accord ? Donc, par exemple, si je pars de mon petit exemple de tout à l'heure, je peux prendre ces fils et les tordre, faire n'importe quoi avec. À partir du moment où mes 2 entrées là correspondent bien aux 2 entrées de celui de droite, et les 2 sorties correspondent bien aux 2 sorties, il n'y a pas de souci. Ça représente bien la même chose. Ça représente bien la même chose. Et du coup, c'est pas rien hein, quand même, ce résultat. Ça a l'air trivial comme ça, justement parce qu'on utilise un langage graphique pour le représenter, mais en fait, si on calcule la matrice de celui de droite, notamment, ça va être assez velu. D'accord ? On va avoir, je pense à un moment, on doit avoir une matrice de taille 2 puissance 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 puissance 6, à un moment au milieu. Et pour se rendre compte que les 2 matrices sont égales, c'est pas complètement évident. Mais c'est donné en tout cas par ce théorème en fait. Donc on n'a même pas besoin de se poser la question. Voilà, donc on peut, comme vous le voyez ici, on peut déformer nos diagrammes à loisir, mais on peut en fait faire encore plus. Si on veut notamment capturer toutes les choses qu'on peut faire pour passer d'un diagramme à un autre diagramme qui représente le même opérateur, d'accord ? On va ajouter à notre escarcelle un ensemble d'équations qui là vont être un peu plus que des équations de déformation de diagramme. Je ne vous les donne pas toutes parce qu'elles ne sont pas très intéressantes pour le reste du talk, mais c'est des opérations qui ressemblent à ça. Donc si vous repérez par exemple dans votre diagramme un motif comme celui-ci, eh ben, vous pouvez utiliser cette opération-là pour fusionner les 3 nœuds noirs qui sont là pour en faire un seul nœud noir par exemple. Ça c'est le genre de choses qu'on peut faire. Et il y a un résultat qui est dû à Amar Adziazanovic en 2015 notamment, qui montre que, alors je ne vous ai pas donné l'ensemble complet des règles, mais il donne un ensemble de règles qu'il montre justement comme étant complet, c'est-à-dire qu'il arrive à montrer que si 2 diagrammes sont équivalents sémantiquement, c'est-à-dire s'ils représentent la même matrice,
alors on peut transformer l'un en l'autre en utilisant ces transformations qui sont là. D'accord? Donc pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ça? Parce que c'est super important pour nous, pour en fait plein d'applications, parce que ça veut dire qu'on peut vérifier des choses. On peut vérifier par exemple que deux circuits sont équivalents. On peut vérifier que quand on a fait notre optimisation de circuit, on se retrouve avec un circuit qui est à nouveau équivalent à celui d'avant. Le tout sans jamais avoir besoin de calculer la matrice sous-jacente. Pourquoi? Parce que la matrice sous-jacente, eh ben, elle va avoir une taille exponentielle. Quand on a un circuit quantique avec n qubits en parallèle, on va se retrouver à devoir calculer une matrice de taille 2 puissance n. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut éviter complètement si on s'en réfère simplement à ce résultat. Ça nous dit que, tout simplement, si les deux sont équivalents, on doit pouvoir trouver une façon de réécrire l'un en l'autre avec ces règles qui sont là. Donc ça, c'est un peu voilà, le background dans lequel je baigne quotidiennement. Je travaille avec ce genre d'outils. Et notamment, on a regardé récemment comment on pouvait utiliser cet outil pour représenter un certain type d'opérations qui sont les opérations à base de match-gate, comme j'avais annoncé au début. Donc encore un peu de matrice, désolé, mais c'est bientôt fini, vous en faites pas. Si j'ai deux matrices A et B de taille 2, d'accord, un truc très simple, ce qu'on appelle une match-gate, c'est une matrice 4 par 4 qu'on peut construire à partir de ces deux petites matrices de la façon suivante. On prend la deuxième matrice, B, on la met en plein centre ici, d'accord. Et la matrice A, on va l'éclater et on va la mettre à tous les coins de la matrice 4 par 4. Voilà. D'accord? C'est une définition, c'est ce qu'on appelle un match-gate. Voilà. Il se trouve que si le déterminant de A et de B sont égaux, on a quelque chose de très intéressant qui arrive, je vais vous montrer pourquoi après. Et d'ailleurs, on lui a donné un nom à ce genre de match-gate, on a appelé ça un match-gate planaire match-gate en anglais du coup. Et pourquoi c'est intéressant? Notamment, en fait, dans notre langage de ZW, ces match-gate planaires là, on est capable de les représenter de la façon suivante, avec des bonnes valeurs de A, B, C, D, E, F ici, et avec notre invité surprise ici, le swap fermionique, dont j'avais un petit peu parlé au début, qui lui s'écrit de cette façon-là. Donc vous pouvez, si vous voulez, le remplacer par ça. Pourquoi j'ai mis ça ici? C'est parce qu'en fait, ça vous montre que si j'ai envie d'écrire la porte qui est réalisée par une match-gate planaire, enfin, qui représente une match-gate planaire avec du ZW, on a un diagramme qui est complètement planaire d'une part, et qu'on peut comprendre comme un graphe, simplement. Pourquoi? Parce que du coup, on peut simplement considérer que les nœuds noirs ici sont les sommets du graphe, et que les nœuds blancs ici, comme ils ont tous arité 2, ils sont tous de degré 2, on peut les voir comme des poids sur les arêtes. D'accord? Donc là, en fait, alors il y a une petite subtilité qui est qu'ici, on a des fils d'entrée et de sortie, mais ça, vous allez voir, ça disparaît au bout d'un moment. Mais ce qui est important, voilà, c'est que, en faisant abstraction pour l'instant de ces fils qui traînent sur les côtés, tout ça, on peut voir ça comme un graphe planaire, simple, avec des poids sur les arêtes quand même. Et ça va être super important pour la suite. Voilà, donc comme je l'ai noté ici, il n'y a pas de croisement, et tous les nœuds blancs sont d'arité 2, d'accord, sont de degré 2. C'est ça qui est important. Alors, donc, je peut-être avant de quand même continuer avec ça, donc quand on a ce qu'on appelle un calcul à base de match-gate, en gros, ce qu'on est en train de dire ici, ce que je n'ai pas exprimé, que j'aurais peut-être dû, c'est qu'en fait, on a en gros un circuit quantique, donc avec un ensemble de n qubits, et la façon dont on va faire un calcul, c'est qu'on va appliquer ce genre de match-gate sur les paires de qubits adjacentes, essentiellement. C'est tout. D'accord ? Ok. Et donc, la question ici, qui est centrale et qui est là, parce que je vous parlais à un moment de essayer de délimiter, de délimiter vraiment la frontière entre classique et quantique.
c'est donné vraiment par cette question-là, qui est celle de simuler justement des circuits à base de matchgate. Donc, le problème, il est donné de la façon suivante. On a un circuit composé de matchgate, donc, quantique, très bien. La description de ce circuit, on donne un nombre i, qui va simplement être en fait le nombre, le numéro du qubit qu'on regarde. Et la question qu'on se pose, c'est essayer de déterminer la probabilité de mesurer 0 sur le qubit i, après avoir appliqué le circuit C sur l'état par défaut, l'état avec que des zéros. D'accord. Donc en image, qu'est-ce que ça donne? Avec un peu une version un peu circuiterie quantique, on a des qubits qu'on initialise à 0 ici. On les fait passer sous la moulinette de ce circuit à base de matchgate. Et on se pose la question sur le IM qubit qui est là. Si je le mesure, quelle est la probabilité que j'obtienne 0 ou 1? D'accord? Donc ça, c'est un problème qui est un peu central, parce que si on était capable de faire ça, on saurait simuler du quantique via du classique. Si on était capable de résoudre ce problème-là via des méthodes classiques, on serait capable de simuler du quantique avec du classique. Et donc, comme je le disais au début, a priori, c'est un problème qui est compliqué, quoi. Mais en fait, on va voir dans la suite qu'il y a des classes de circuits pour lesquelles le problème devient plus simple. Et notamment, alors, comme je le disais, les matchgates, on peut les représenter avec des diagrammes du ZW. Donc ça donne un truc qui ressemble à ça. Notamment quand j'initialise tous mes qubits à 0, ça donne ce genre de truc, ici. Donc là, ici, j'ai toute cette boîte-là, là, tout ce gros bloc, c'est la description de mon circuit à base de matchgate exprimé en ZW. Et si je veux typiquement calculer justement la probabilité de mesurer le qubit i dans l'état 0, tout ce dont j'ai besoin de faire, c'est, en tout cas mathématiquement, tout ce dont j'ai besoin de faire, c'est prendre ce circuit que j'obtiens ici, prendre son dagger, donc la transposée de sa conjuguée, d'accord? Ce qui s'obtient très facilement à partir du diagramme qu'on a là. On peut représenter le diagramme qui représente son dagger très facilement. On va tout composer ensemble, sauf le qubit i. Sur le qubit i, au lieu de mettre un fil qui va de la sortie vers l'entrée i, je vais casser ce fil et faire appliquer ce truc-là à la place. D'accord? Donc ici, on obtient en fait un énorme diagramme ZW. Un assez gros diagramme ZW, d'accord? Ce diagramme ZW, si vous vous rappelez, son interprétation, c'est une matrice. En l'occurrence, là, ça va être une matrice de taille 1 par 1. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie. D'accord? Donc en fait, tout ce que je suis en train de représenter, c'est un scalaire, un complexe. Et ce complexe, en fait, c'est pas n'importe lequel, c'est même plus qu'un complexe. Techniquement, c'est une valeur qui est entre 0 et 1, réelle entre 0 et 1, qui représente exactement la probabilité qu'on est en train de chercher. D'accord? Donc là, en fait, ce qui reste à faire, a priori, c'est simplement de calculer le scalaire en question. Ça n'a pas l'air trop compliqué comme ça? Si. Alors, une autre façon d'approcher le problème, plutôt que de calculer la grosse matrice de ce truc-là, ça va être de voir tout ce truc-là, justement, tout ce diagramme ZW ici, et justement comme un graphe. D'accord? Comme j'avais dit précédemment, en fait, tous ces trucs-là ici, en fait, on peut les voir comme des morceaux de graphe. Et donc là, en l'occurrence, maintenant que j'ai fini de fermer tous les fils qui traînaient en sortie, en entrée, j'ai vraiment plus qu'un graphe, un vrai graphe, avec des poids complexes sur les arêtes, certes, mais un simple graphe. Et alors notamment, si je suis parti à la base d'un circuit qui est exprimé avec des matchgates planaires, très important, et que ces matchgates planaires sont appliqués seulement sur des plus proches voisins, d'accord? Donc à chaque fois, seulement avec un qubit et son voisin, jamais avec un qubit et un autre qubit qui est beaucoup plus haut. Et dans ce cas-là, j'obtiens un graphe qui est lui-même planaire. Et le fait que ce graphe soit planaire, ça donne à nous, informaticiens classiques,
beaucoup plus de puissance pour calculer le scalaire qui est là. Et en fait, là où calculer ce scalaire-là, si on n'a pas la planarité, c'est un problème qui est très compliqué, qu'on ne saura a priori pas faire avec un ordinateur classique, en tout cas pas sur des grosses instances. Si on a la planarité du graphe ici, en fait, ce problème devient polynomial. Donc on sait calculer ça assez efficacement, très efficacement même, avec un ordinateur classique. Et alors la façon dont on fait ça, et c'est là où il y a le lien avec la combinatoire dans les graphes, c'est via ce qu'on appelle les couplages parfaits dans les graphes, donc le perfect matching en anglais. Donc un graphe, déjà, qu'est-ce que c'est? Au cas où vous dormiez sur la slide précédente, c'est un ensemble de sommets qui sont reliés entre eux par des arêtes, tout simplement. D'accord? Et dans ce setup-là, un couplage parfait, c'est une sélection des arêtes qui recouvrent complètement, exactement une fois, chaque sommet. D'accord? Donc on appelle ça un couplage justement parce que si je sélectionne justement un de ces couplages parfaits, d'une certaine façon, j'ai apparié ces deux sommets-là ensemble, j'ai apparié ces deux sommets-là ensemble, j'ai apparié ces deux sommets-là ensemble. Donc ça, c'est un exemple d'un couplage parfait. Vous voyez qu'il n'y a pas de sommet qui traîne et qui est apparié avec personne. OK? Et surtout, important, il n'y a pas deux arêtes dans mon couplage parfait qui recouvrent le même sommet. Ça, c'est interdit. D'accord? Alors, dans ce graphe-là, j'en ai combien des couplages parfaits, en fait? C'est assez simple, j'en ai 4. Là, pour le coup, c'est pas très compliqué, je peux les énumérer. Donc, vous pouvez vérifier, normalement, j'en ai pas oublié. On vérifiera après. Donc ça, c'est le problème de combinatoire assez classique sur des graphes. C'est trouver un couplage parfait. Ici, on va faire un peu plus que juste trouver un couplage parfait, on va les compter. Donc là, je vous ai déjà montré que j'en ai 4. Alors, je ne vous ai pas montré que j'en ai pas plus techniquement, mais vous allez me croire. Et on va en fait même rajouter encore un petit niveau de complexité. On va rajouter justement des nombres complexes sur les arêtes. Donc on augmente encore la définition de compter le nombre de couplages parfaits. Donc ce qu'on peut écrire comme ça, donc ça c'est donc le dièse ici, c'est pour le nombre. Donc on veut compter le nombre de perfect matching dans ce graphe. Graphe où du coup j'ai rajouté des nombres complexes sur les arêtes. Okay. Et bien du coup, qu'est-ce que c'est que compter le nombre de couplages parfaits là-dedans? Ça va être essentiellement donc, quand je trouve un couplage, donc par exemple celui-ci où j'ai toutes les arêtes qui sont verticales, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier entre eux, les poids les poids qui sont sur ces arêtes, justement, qui sont sélectionnés. Donc là, j'ai celui-ci, j'ai celui-ci, j'ai celui-ci. Alors celui-ci, quand il n'y a rien, c'est un poids de 1, du coup, par convention. Donc là, pour ce couplage-là, j'ai un poids de 3i. D'accord? Parce que j'ai pris 3 fois 1 fois i, tout simplement. Pour le deuxième couplage, avec l'arête du haut, l'arête centrale et l'arête du bas, j'ai 1 fois 2. Donc voilà, j'ai plus 2, et ensuite je les somme entre eux, ces produits de poids. D'accord? Donc notamment, voilà, celui-ci, vous devez à peu près vous convaincre que ça fait moins i, j'ai moins 1 et j'ai 1, donc ça fait moins i. Celui-ci, j'ai plus 3, pourquoi? Parce que j'ai 1, j'ai 3 et j'ai 1, donc ça fait 3. Et ensemble, voilà, tout ça, ça fait 5 plus 2i. Ok, très bien. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que justement, c'est ça qu'on est en train de calculer. Je reviens un peu en arrière, excusez-moi. Ce qu'on est en train de calculer ici, c'est exactement ça. On a un graphe avec des poids complexes, qui peut être planaire ou pas suivant le type de circuit avec lequel on est parti, d'accord? Mais un graphe avec des poids complexes, et ce qu'on est en train de calculer, c'est exactement le nombre de couplages parfaits dans le graphe. Ok? Et donc, du coup, pour calculer la probabilité dont je parlais au début, pour trouver la probabilité de mesurer 0 sur le qubit i, disons, on a deux approches maintenant. On a une approche à base de ZW, où on peut faire de la réécriture de graphes. Et de l'autre côté, on a une approche combinatoire,
où voilà, on va tout simplement essayer de compter les couplages parfaits dans notre graphe. Et donc pourquoi c'est intéressant? Parce que d'un coup, là, on a toute la puissance de la théorie des graphes, qui est quelque chose qui est très bien étudié. Alors on sait, du coup, d'un coup, là, il y a plein de trucs qui tombent, il y a des résultats de complexité, on sait que dans le cas général, calculer ça, c'est ce qu'on appelle Sharp P dur. Donc c'est un problème qui est très dur, si vous n'avez pas fait de complexité, il faut juste retenir ça. Mais que lorsque le graphe est planaire, d'un coup, pouf, ça redevient facile, c'est polynomial. Et donc notamment, ça a permis à Valiant, en 2002, de montrer que voilà, il y avait toute une classe de circuits quantiques en fait, qui était efficacement simulable via toute cette moulinette ici, en passant par des graphes qui sont planaires. Par contre, la preuve de validité de cet algo-là, notamment voilà, l'algo FKT, il est assez dur. J'avoue que je ne l'ai même pas encore complètement compris. Pour vous faire une petite idée, même l'algo lui-même n'est pas complètement simple. Il requiert de trouver une orientation pfaffienne qui vous permet de construire une matrice de Tutte dont ensuite on va calculer le pfaffien. Et le pfaffien d'une matrice antisymétrique, on sait que c'est la racine carrée du déterminant de la matrice, et il se trouve que la matrice de Tutte, c'est une matrice antisymétrique. Enfin bref, je vous laisse. Voilà, c'est ce genre de truc. Mais avec notre nouveau lien qu'on a prouvé entre les deux, eh ben, en fait, on peut reprouver tout ça simplement avec du ZW, avec des réécritures de graphes. Il me reste combien de temps? Oh, ça va. Super. Et du coup, pour vous donner un petit exemple, voilà comment on calculerait, en tout cas, des couplages parfaits avec du ZW. Donc là, on reprend nos générateurs du ZW, d'accord? On retire ce qui ne nous intéresse pas, donc le swap, on l'a plus, parce que ça retire la planarité, justement. Si on a des croisements de fils, on n'a plus un graphe planaire. On retire aussi cette arête-là, enfin ce nœud blanc, pardon. Dans le cas général, on le retire, on ne le garde que quand il est d'arité 2, d'accord, de degré 2. Tout le reste, on le garde, notamment le dernier, là, on peut le garder, parce qu'en fait, c'est juste une façon de représenter un graphe qui lui-même est planaire. Donc là, il n'y a pas de souci. Donc en fait, on considère ici un fragment du langage ZW, et en fait, ce qu'on va montrer, c'est que ce fragment, eh ben, il est efficacement simulable. Et donc la façon dont on va faire ça, donc si vous voulez notamment, par exemple, trouver la probabilité d'un match gate planaire, d'accord, une façon de faire, eh ben, c'est d'utiliser l'algorithme que je vais vous donner là. Donc la première chose qu'il faut réaliser, c'est que les poids sur les arêtes ici, on peut les bouger un peu comme on veut en fait. Si j'ai un poids qui est ici sur l'arête qui est là, je peux pousser à travers le nœud noir auquel il est rattaché. Alors ça fait qu'on prend l'inverse de ce nœud à la place, bon, c'est pas grave. Et on a un scalaire global qui apparaît, qui est R lui-même. Quand j'ai deux poids sur la même arête, techniquement, j'ai pas trop le droit, mais en fait, ça veut juste dire que je fais le produit des deux. Donc là, il n'y a pas grand-chose. Le nœud blanc, il peut passer lui-même à travers les swaps fermioniques, là, les croisements fermioniques. Donc on peut vraiment bouger ces nœuds blancs, ces poids, comme on veut. Ce sera important, notamment pour la suite. Une autre chose qui est importante, c'est que justement, ce swap fermionique, on peut réellement, plus ou moins, le voir comme un swap. D'accord ? Alors, ce n'est pas tout à fait un swap, il a un comportement un peu étrange, notamment quand il boucle avec lui-même, ça fait un poids de -1. Quand il passe à travers un nœud noir, ça fait un poids de -1 aussi. D'accord. Par contre, là, il agit bien. On peut l'utiliser pour faire des croisements de sortie d'un nœud. Et on peut l'utiliser pour faire croiser les croisements, justement, de la façon suivante. Donc on peut le considérer plus ou moins comme un swap habituel, un fil qu'on pourrait pousser pour appliquer nos motifs plus facilement. Et après, à partir de là, en fait, on a un petit ensemble de réécritures qu'on peut faire. Donc si on a deux arêtes en parallèle avec deux poids différents, on peut les fusionner en une seule arête, dont le poids va être la somme des deux poids, tout simplement. Si on a une boucle sur un nœud
on peut simplement la retirer. En fait, cette arête ne comptera dans aucun couplage parfait, donc on peut tout simplement le retirer. Alors si on a un poids de 0, c'est vrai que techniquement ici, il faut que R soit différent de 0, vous voyez. Quand on a un poids de 0, on gère ce truc-là d'une façon un tout petit peu différente, mais on le gère aussi. Et à partir de là, en fait, il y a deux grosses règles, en fait, qui sont ces deux-là. La première qui va fusionner 3 nœuds comme ça si celui du milieu est de degré 2, et celui-ci qui permet en gros de se débarrasser de 2 nœuds. Alors là, on n'a pas l'impression qu'on se débarrasse de nœuds, mais je vous allez voir dans le petit exemple que en fait, ça permet vraiment de le faire. Ok, et bah, du coup, l'exemple qu'on a, on va voir si on arrive à calculer la valeur donc la valeur, le nombre de couplages parfaits là-dedans, qui, si je me rappelle bien, était 5 plus 3i, 5 plus 2i peut-être, 5 plus 2i, mais qu'on a une meilleure mémoire que moi. Et ben on va le faire avec que des réécritures de graphes. Voilà, c'est ça qu'on va faire ici, donc je vais peut-être aller un peu vite parce que je manque de temps, mais l'idée c'est que, en fait, quand on a à partir du moment où on a 2 nœuds noirs connectés entre eux via un nœud noir d'arité 2, on va pouvoir les fusionner, et dès que c'est plus le cas, on va pouvoir appliquer notre grosse règle là, qui est celle qui est là. Alors je vous passe un peu les détails. On a besoin de bouger un peu les poids au milieu du diagramme, au milieu du graphe, pour pouvoir faire les réécritures comme on veut. Mais les choses se passent bien. On peut vraiment réaliser toute la réécriture de graphe qu'on veut pour, au final, obtenir un graphe qui est super simple, qu'on peut même encore simplifier. À la fin, je vous passe les détails rapidement. Et on se retrouve avec notre 5 plus 2i qui était ce qu'on avait calculé au départ. Alors avec l'exemple qui est là, on ne se rend pas bien compte de l'intérêt de faire de la réécriture de graphe, parce que ça avait l'air quand même vachement plus simple en regardant simplement les couplages parfaits qu'on a. Sauf que ici, en fait, il se trouve qu'on va faire un nombre polynomial de réécriture. Si on part avec un graphe planaire, on va faire un nombre polynomial de réécriture pour arriver au résultat qui est là. Alors qu'en toute généralité, quand on part d'un graphe quelconque, on peut avoir un nombre exponentiel en fait, de couplage parfait. C'est ça qui rend le calcul compliqué. Là, si on est planaire, il n'y a pas de souci, en fait, tout va bien se dérouler et on va à la fin obtenir quelque chose qui est très simple. Donc voilà, c'était globalement l'idée de ce talk, c'était de remontrer en fait quelque chose qui était un peu connu depuis une petite vingtaine d'années quand même, mais de façon plus intelligible, en tout cas pour moi, via simplement des réécritures de graphes. Et donc qu'est-ce qu'on compte faire maintenant avec tout ça? On ne va pas faire que reprouver des trucs qui étaient déjà connus, on va aussi s'en servir maintenant pour aller plus loin. Donc on a déjà vu qu'on pouvait refaire ce calcul de couplage parfait grâce à de la réécriture plutôt que simplement de l'énumération ou en utilisant la méthode FKT qui est très compliquée. En termes de structure de données, je ne sais pas si c'est très important, mais si jamais vous avez envie de l'implémenter, ça, quelque part, a priori, je pense que le mieux à faire, c'est de représenter les swaps fermioniques ici comme des arêtes supplémentaires entre les arêtes. Bref, ça c'est un peu technique, vous embêtez pas avec ça. Cela dit, ça explique un peu pourquoi l'algorithme marche sur des graphes planaires, mais cesse de fonctionner sur des graphes non planaires. En fait, sur des graphes non planaires, ce qui peut arriver, c'est qu'on arrive dans une situation où entre chaque paire de nœuds, on n'a soit pas d'arête du tout, par exemple entre ces deux-là, soit on a plusieurs arêtes qu'on ne peut pas fusionner ensemble. Et on ne peut pas les fusionner ensemble, ces deux-là, typiquement, parce que on a un lien bleu, là, sur celui de droite, mais on n'a pas de lien du tout sur celui de gauche. Donc on ne peut plus faire de fusion pour se débarrasser des multi-arêtes. Et ça fait que si je continue d'essayer d'appliquer mon algorithme précédent, en fait, là, il va boucler. Parce que, de façon très importante, il faut qu'on n'ait que des arêtes simples. Il ne faut pas de multi-arêtes pour que l'algorithme marche. Voilà, donc on a... En utilisant notre résultat, on a réussi à remontrer, on a même trouvé un nouvel algorithme pour calculer le pfaffien d'une matrice, donc une matrice antisymétrique en l'occurrence, sans utiliser le déterminant. Là où l'algorithme FKT utilise la propriété que
le pfaffien d'une matrice antisymétrique, c'est la racine carrée du déterminant. Nous, on a trouvé une autre méthode pour calculer le pfaffien de cette matrice directement, sans avoir besoin de passer par le déterminant. Un petit point, c'est que si on commence à rajouter des swaps, donc comme vous pouvez vous en douter depuis le début, avec tout ce que je dis, c'est que si on rajoute ça, on perd la planarité, et du coup, on perd le côté efficacement simulable avec un ordinateur classique. Ce qui fait que, en fait, on peut même se rendre compte que ce truc-là, c'est universel pour le calcul quantique fermionique. Si on rajoute un nœud blanc de degré 1, rien que ça, c'est aussi suffisant pour avoir l'universalité. Là, même, on retrouve tout. On n'a même pas juste un sous-ensemble universel. On a tout le ZW qu'on récupère avec ça. Alors, si on veut aller plus loin, on peut essayer de rajouter notre nœud blanc d'arité quelconque. Et dans ce cas-là, on peut toujours voir ça via un spectre combinatoire. Tout ce qu'on a à faire, en fait, c'est voir ces nœuds blancs ici comme des hyperarêtes, ce qu'on appelle des hyperarêtes dans des hypergraphes. Donc un hypergraphe, c'est simplement une généralisation des graphes où les arêtes ne sont plus nécessairement entre seulement deux sommets, mais peuvent être entre un ensemble quelconque de sommets. Si on veut utiliser ce qu'on a fait ici, notre travail ici, pour faire de la simulation plus générale, donc dans le cas notamment où on n'a pas forcément des trucs planaires, on peut quand même s'en sortir. Alors ça va être beaucoup moins efficace, on va a priori perdre le côté efficace, le côté vraiment polynomial de l'algorithme, mais on peut quand même faire des choses. Notamment au moment où on est bloqué dans l'algorithme, ce qu'on peut faire, c'est essayer de casser des arêtes, par exemple, via des sommes de graphes. Donc le petit exemple qu'on avait ici, on était bloqué si on faisait la réécriture de graphes, mais on peut quand même s'en sortir ici en faisant ce genre d'astuce. Donc je peux prendre par exemple l'arête qui est ici et puis la transformer comme ça. Alors pareil, je vous passe tous les détails. Mais en fait, là, on s'en sort avec seulement une somme de 2 diagrammes. Donc c'est pas trop méchant non plus. En plus, il y a un de 2 diagrammes qui se trouve représente simplement le scalaire 0, donc celui-là, on peut même l'oublier en fait. Et à la fin, on retombe sur 4, il se trouve, le nombre de couplages parfaits dans ce graphe ici. Donc voilà, je vais maintenant conclure sur ce qu'on a, un petit résumé de ce qu'on a fait et ce qu'on va faire ensuite par la suite. Donc on a vu dans la slide précédente une façon de faire de la simulation de processus quantiques arbitraires, donc pas seulement issus de match-gate planaire. Donc on va essayer d'implémenter ça, on va essayer différentes heuristiques pour essayer d'avoir quelque chose le plus efficace possible. D'un côté plus combinatoire, justement, pour les gens qui sont plus intéressés par de la combinatoire de graphes, qui ne veulent pas s'embêter avec le quantique. Techniquement, on a aussi trouvé un nouvel algo qui peut être intéressant pour eux, qui permet notamment de calculer le nombre de couplages parfaits via simplement des réécritures de graphes. Donc ça peut être intéressant même pour des gens qui font de la théorie des graphes sans s'intéresser au quantique. Où on a trouvé des façons de réduire le problème un peu plus général qui était sur les hypergraphes ici. Ouais, je ne vais pas revenir en arrière. Sur les hypergraphes, pour les ramener au cas des graphes. C'est un peu technique, je vais passer dessus, pas besoin de trop passer trop de temps dessus. On peut se poser la question de trouver des interprétations comme ça, graphiques, d'autres problèmes de comptage. On peut penser par exemple à un problème qui s'appelle le problème des couvertures exactes de cycles sur des graphes toujours, où on va à nouveau essayer de compter le nombre de ces trucs-là sur un graphe donné. Ça a aussi un intérêt pour le quantique, c'est pour ça que je le mets ici. Dans les autres genres de projets dans lesquels je suis en ce moment, on a notamment l'idée d'essayer de généraliser le ZW calcul pour des systèmes non qubits. Ici, j'étais restreint au système qubit, c'est-à-dire que dans mes fils, j'avais que des 0 ou des 1, ou des sommes de 0 et de 1, mais j'avais pas au-delà. On peut se poser la question d'avoir des systèmes QDIT, par exemple, ce qu'on appelle les systèmes QDIT, où les systèmes de base sont de dimension D, avec un D arbitraire. Et notamment, là, quelque chose qui n'est pas encore très clair pour nous, c'est quelle est la combinatoire sous-jacente. On a un bon modèle pour ça, mais on ne sait pas encore trop quelle est la combinatoire sous-jacente. Mais on a l'universalité et on a
une théorie équationnelle avec complétude, donc ça on est très content. Et on peut aussi du coup se poser dans ce genre d'extension du langage s'il n'y a pas à nouveau des fragments du langage qui vont être efficacement simulables. Qui sont à nouveau quelque chose de très important si on veut être capable de déterminer, de mettre une frontière entre les données classiques et les données quantiques. Voilà, c'est tout pour ce que j'avais à dire. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Bilmart. Et encore une fois, on va faire une petite séance de questions. Si vous avez des questions par rapport à son sujet, sa présentation, c'est le moment. Bonjour. Je m'appelle Guillaume et je suis ingénieur chez Thales. Comment on passe on a calculé un nombre complexe, comment on arrive à la probabilité de mesure de la valeur du qubit? Ouais. Alors là, en l'occurrence, on a construit tout le diagramme. Je ne sais pas si je vais réussir à arriver jusque-là. On a construit le diagramme de telle sorte que le nombre complexe qu'on calcule soit justement exactement une probabilité. Donc là, il n'y a même pas besoin de faire un post-processing ou quoi que ce soit. Il se trouve que... Je vais arriver ici. Il se trouve que voilà, si on part du coup un gros état quantique, en fait, c'est ça, hein, ce qu'on a quand on combine une initialisation de qubits avec tout un circuit. Là, on a en gros un gros état quantique. D'accord. Si on fait le dagger de cet état, alors si on fait le dagger de cet état et qu'on va juste brancher tout ensemble, en fait, on devrait obtenir 1, parce qu'on est en train de faire bras phi, quête phi, dans ce sens-là, ouais. Donc le produit scalaire de phi avec son dagger. Et ça, en théorie de l'information quantique, en fait, c'est juste 1. C'est la valeur 1. Quand on rajoute ce petit truc ici, on est en train de casser un peu ça, mais on obtient quand même une probabilité. En fait, le 1 qu'on avait dans le cas précédent, c'était aussi une probabilité. C'était la probabilité de mesurer l'état psi, étant donné qu'on avait l'état psi, qui devrait être 1 du coup. Ici, on a aussi une probabilité, il se trouve. On a directement quelque chose qui va être entre 0 et 1. Alors évidemment, il faut partir pour ça de quelque chose qui représente un unitaire ici. D'accord ? C'est peut-être là où il y a quelque chose qui était un peu pas très transparent dans mes slides. Dans le ZW, on peut représenter n'importe quelle application linéaire, donc on n'est pas restreint aux unitaires, mais quand on va créer un diagramme comme celui-ci à partir d'un circuit quantique, à partir d'un circuit match-gate, ce qu'on va obtenir ici, c'est un unitaire, et ça va forcer certaines contraintes sur la combinatoire, sur le genre de nombre complexe qu'on va avoir à la fin. Et là, en l'occurrence, ce complexe qu'on obtient à la fin, en fait, c'est vraiment un nombre. En fait, c'est même pas seulement. Enfin, c'est pas juste un complexe, c'est pas n'importe quel complexe, c'est un nombre réel entre 0 et 1, qui correspond exactement à la probabilité de mesurer, en l'occurrence, le qubit I dans l'état 0. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, je pense qu'on peut encore... Oh, pardon. Oui, moi j'ai une question éventuellement. En fait, on voit qu'on peut retravailler les graphes de façon vraiment potentiellement à pouvoir les optimiser. Et en fait, ça m'a fait penser au problème de la transpilation sur les ordinateurs quantiques. C'est-à-dire, pour ceux qui ne savent pas forcément, c'est qu'actuellement, pour compiler les codes quantiques qu'on pourrait envoyer sur un processeur quantique, eh bien, on essaye d'optimiser au maximum en fait, les opérations qu'on effectue sur les processeurs. Et alors, est-ce qu'on peut utiliser donc, le ZW Calculus pour... C'est une très bonne question. Ça n'a pas été trop étudié dans le cadre du ZW spécifiquement. Il y a un autre langage qui ressemble un peu, qui s'appelle le ZX Calcul. On n'est pas très bon pour trouver les noms. Mais alors pourquoi ça a été plus utilisé? Parce qu'en fait, le ZX Calcul est beaucoup plus proche des circuits quantiques habituels que le ZW. Le ZW, il est vraiment fait pour les match gates, et ça, c'est pas quelque chose qui est trop étudié. C'est pour ça qu'on n'a pas encore trop essayé. Mais ça a été fait, du coup, en effet, pour les circuits quantiques en utilisant le ZX. Et il y a, je crois que c'est le state of the art encore, un des meilleurs optimisateurs pour ce qu'on appelle les portes T. Bon, ça va être un peu technique, mais pour une certaine métrique, le meilleur optimisateur du marché, pour l'instant, utilise le ZX. Donc, en fait, il prend un circuit quantique, le traduit en
en diagramme un peu comme celui-ci, et va utiliser la théorie équationnelle, un ensemble de réductions, pour réduire au maximum la taille du truc. Et à la fin, il faut réussir à réextraire un circuit à partir de ça. Ça, c'est un peu la partie compliquée, en fait. Mais voilà, sur des benchmarks, on a montré que, enfin, ça a été montré que c'était assez puissant. Ouais. Bah, je pense qu'on peut de nouveau applaudir Monsieur Bimart pour sa présentation. On va ensuite passer à la présentation de Monsieur Di Vincenzo, dont son nom est associé aux critères de Di Vincenzo. C'est le directeur de l'Institut de nanoélectronique théorique au centre de recherche Jülich. Il est aussi co-directeur de l'Institut JARA et aussi professeur d'université. Et comme il est en américain et en distanciel, je vais aussi faire du coup la présentation en anglais. His name is associated to the Di Vincenzo criteria. Let me present you David Di Vincenzo, the director of the Institute for Theoretical Nanoelectronics at the Jülich Research Center and co-director of the JARA Institute. So anyway, welcome all. But again, can I get a little signal that I'm being heard? I'm a little unsure about that. Yes, okay, great. Thanks for all the thumbs up. Okay, now the next challenge is to share content, and let me do that. Right, okay, so share. Some window, okay. Yes, okay. All right, so I believe that you now see a screen, true? Thumbs up, thumbs down, thumbs up, okay, great. Now I've lost my view of it, so I'm going to get back to another screen here. Great, okay, yes, okay, I know what I'm doing. And now you see in full screen Faraday giving a lecture. True? Okay, great. So let me begin then. So thanks for having me here. I think this lecture will be a pretty big change of pace in that, well, let me give you my thoughts. We're all engineers. I have all my degrees in engineering, so I'm happy to see a lot of new engineers. Engineers, when they have to do mathematics, they can do mathematics that's as hard as anybody else can do. But when they have to build things, then they are also very good at that. So this lecture will be more about building things than about calculating things. And so I put it together just as a survey of interesting things that are going on in the lab in the building of quantum computers, and what challenges remain, and what remarkable pieces of engineering need to be done to make the quantum computer a reality. And I will stick only to electronic quantum computers. So there's a huge other world of basically optical quantum computers where you need a whole different set of techniques than the ones that I'll be talking about. But anyway, these are the ones that are closer to my own roots of electrical engineering. So let me begin with a few kind of historical remarks that if you say, where did quantum computers come from? You know, the photo on the top of this slide is a little zoom into a particular instrument that is presently one of the state-of-the-art quantum computers. And I'll say a lot more about that instrument in a few minutes. But the idea of sort of engineering things in a quantum mechanical fashion, we can trace back to Feynman. And I think it's amusing to see that here is someone who any amount of mathematics that you could please. He could give lectures
purely about the diagrams that he invented. But he also loved to think about building things. And so here he's sort of speculating in a lecture that he gave on what happens if you build very small things. And he says, well, let's make a circuit of 7 atoms. And nowadays we almost do such things. Although in some sense that was a distraction. That is, his manifesto was you had to go very, very small. And actually what we've learned is to get to the interesting quantum world where new laws are in place. Here's his phrase, you know, he wants to come to things that satisfy the laws of quantum mechanics, and he thought you should do that by going to 7 atoms or some very tiny number of atoms. We've learned you don't have to go that small, and that's permitted a pretty big jump, actually, that you don't have to do molecular scale engineering to do quantum computing. That's been an important insight that was not really anticipated by Feynman. The other credit one can give to Feynman is that many years later, the first one was almost 65 years ago, and then many decades afterwards, he was still thinking about these things, and he introduced in this paper, actually it was actually a lecture which was set down on paper, so written or published in 1982, you see the first appearance of the phrase quantum computer. I do like to point out before I stop this very small historical reflection that we thought for many years that that this was indeed the first place where the ideas of a quantum computer were written down. That turned out to be incorrect, and this was actually well known to Russian colleagues, and that a few years earlier, the worker on the right here, Yuri Manin, had actually written in a book that he wrote. He's a computer scientist. He died just this year. He wrote a book on cybernetics, and he has about a page or a couple of paragraphs which tell the story of what it would mean for a computer to be quantum mechanical, and actually much more insightful than Feynman's insights. So if any of you choose to read Russian, and you know, as a cultural experience, it's a very enriching thing, I would invite you to try reading Manin's thoughts about this from the year 1980. Okay, so let me proceed to talk about the instrument that I showed you at the beginning. And I'll do that by showing a set of pictures that was in the Popular Science magazine, which tell a little bit of the story or a few of the essential facts about this instrument. This, well, it's not quite clear what to call it. It's a physics experiment at some level, but actually it's far, far beyond a physics experiment. It's some kind of precision scientific instrument, but we also refer to it as a computer. So it's really basically all of those things in one. Now, and it's a quantum computer. However, it has to be admitted that actually everything that you see in the photograph, everything that's visible in this photograph is not quantum. That is, does not involve a qubit. This entire thing is the basically control apparatus and protection apparatus for qubits. So you see, what do you see? You see many semi-rigid cables passing from top to bottom. I'd say of order about 50 of them. You see various sort of bellows, and several of those are connected with the fact that this instrument is kept very cold. So this thing, I forget, can you see my, whoops, I didn't mean to do that anyway. Can you see my pointer on the screen? I'm not clear about that. Not getting a reaction. Okay, I'll have to do this, I guess, just from words, unless, okay, let me just see if I can turn on a pointer. Why not? Laser pointer, okay. Okay, now you see the quote laser pointer, true? Yeah, okay, great. Okay, this will help a bit. So here's a bellows. This is what's called a helium pulse tube.
So a very, very nice piece of technology. It's a cooler. So it's something that uses the, I don't know, non-equilibrium thermodynamics of helium gas liquid mixtures. And it makes this space be at the temperature of about 4 Kelvin. One has to understand that in operation, this is all surrounded by insulation cans. So this is, the exposed view. Down here, this set of, there's a coil here, it's called a still, and some plates. And this is, in some sense, somewhat similar, except that it uses the thermodynamics of helium-3. And this is a so-called dilution refrigeration unit. And it makes this lower part of the instrument held at a temperature of much less than 1 Kelvin, maybe 10, 20 millikelvin. So a pretty big gradient is sustained from top to bottom, and obviously from the outside world as well, which the outside world sort of comes in from the top. What I mean by that is many electrical cables come into this to control what goes on. And what goes on finally, that's quantum mechanical, is at the bottom that you can't quite see. So if I go to there, this is the cold zone of this device. And you see, a lot of cables of order, tens, I would say about 50 in total. The quantum computer is here. Quantum computer is this sort of white square. It's a chip. So all of this is a chip mount and a chip bonder to high frequency lines. And these high frequency lines go through filters and attenuators and circulators. Some of them carry signals outward, and meaning out from the quantum computer, out from the quantum chip to the outside world. But actually more of the cables carry signals inward. And I'll actually be quite explicit about that. So just the act of coming to this instrument took several decades, but are direct descendants of experiments where you have a chip or a very small device, smaller than a typical chip, and you have maybe 2 or 4 wires, and that's it. That was a typical physics experiment for years and years, involving low temperature electronic phenomena. And so, a lot of what's going on here is scale up. But it should be emphasized, so there are 50 cables, and sad to say, the rule of thumb is that the number of cables is the number of qubits. So this is of order 50 qubits, which is sad to say not a very powerful quantum computer, and has a hard time doing anything that a conventional computer could do or could simulate. So this is a very complex and expensive toy at some level. Although, as was proved in, say, the laboratory at Google, it can do some things that are moderately hard for a supercomputer to simulate. So, it has some degree of power that's interesting. When one gets to, say, hundreds of qubits, then that becomes more likely that it has some high power. Now, actually, I will not give a lecture about quantum algorithms here. So I leave it to others to explain, what useful things could be done with this. Maybe it suffices to say that if this could be scaled up to millions of qubits, then we have very good reason to believe that it can do many computations that are fully beyond anything that can be done with conventional computing. This was the message 25 years ago of the discovery of Peter Shor, of the connection of quantum computing with number theory, and more simply with error correction. Now, I'm sorry, with the factoring of numbers. He also discovered how you would make these machines reliable using error correction. I will say 1 or 2 words about that aspect of the story as well. This machine evolved, as I said, over tens of years, even to its present state of a very advanced toy. And you can point to almost any detail here and say there was a piece of careful engineering behind, why it is the way it is. For example, these semi-rigid cables all have loops in them.
And that's because of thermal expansion. That's to accommodate the fact that this instrument expands and contracts as it's cooled down and heated up. So that's not a very profound detail, but but there are a myriad details that make this a working device and not a fragile, breaking device. So, but let me go back to the more sort of systems aspect of this, and I did skip over a few slides. So, when this is in operation, what is actually happening? And this is a animation loop that I'll keep playing, but I'll just talk through it as we go. So I should say these slides are from IBM. So I think probably many of you know about Qiskit. So that's what's shown in the first part of this loop. When it zooms in, it says there's some user who issues commands. So there's a set of commands in the language Qiskit. It's shown as if, well, it's launched from somebody's laptop, and that's probably true. What it doesn't show is that there's a whole intervening, cloud layer between the laptop and the quantum computer. Although the operators of the computer can do it directly in this way. What's shown is that these signals get transformed. So these digital instructions get transformed and come out. Now watch right here. They come out as some kind of analog signals. It's shown here as a simple sinusoidal waveform, but actually that's not the case at all. It's a very complex waveform. I'll show you some pictures of that in a little while. So there's a big translation involved. You might say it's just compilation, but all of that is done by this dark blue slab that now is visible in this picture. So dark blue region. And the essence of that dark blue region is it has a lot of complex electronics. So it's a massive real-time digital to analog conversion unit, very high precision, very precisely timed, many channels. This is you can see this is a rather obscure photograph. I always feel that's on purpose by IBM because this is where their real secrets lie. In making this instrument, in devising the right rack electronics that will do this. It's very well understood that if you had just taken the first experiments with two or four wires, and take the electronic instrument as it existed then, and then scaled that up just by replicating the instruments, you would have a whole, warehouse-sized room of electronics. So this already represents a huge miniaturization of the electronics of the control apparatus of this quantum computer. It's definitely not enough anyway. That is, it's as you see, it's of comparable size to the quantum computer itself. This set of actually special purpose digital to analog electronics. What I do want to show you is a projection, and now this is actually not from IBM. Well, IBM has its own version of it, but this is about scaling to, see, here's the number, million physical qubits. So this is getting close to what we would view as the real game changer in the, as a computing instrument. So Google follows a similar path to IBM, and but has at least put itself out there and said this is their 10-year view of what the quantum computer will evolve into. Here's a 7-meter scale bar. Here's a person. This entire object is the quantum computer now. The rough concept of it is that the cold unit is this big cabinet. So there's a much larger cold unit than what I just showed you. You have to go from 50 to 1 million qubits. But what's gotten even bigger is this set of fans is conceptually each of them is a long blade of electronics that is controlling some section of the quantum computer. And their estimate, which I don't dispute, is that you need about this volume. So you need this huge volume packed with special purpose electronics just to provide the control unit for this quantum computer.
I believe this is somewhat ubiquitous. This is actually a slide from the company IonQ, and they make some statement that theirs will be simpler at the system level. This is an optically based quantum computer. I frankly don't believe it. I think that this is an exaggeration or skips over some of the real complexity of what an optical quantum computer would look like. We do have ideas of how you would shrink this down to something more manageable. I'll get to them as I go. Of course, definitely part of the massive size of this cabinet is the fact that the qubits are supposed to be held at tens of millikelvin at far less than 1 Kelvin of temperature. There are ideas for how qubits could operate at, well, hotter temperatures. I wouldn't say hot, but even if they could operate these electronic qubits at 4 Kelvin, that would already greatly simplify what goes on in this cabinet. It doesn't by itself simplify the control structure of this quantum computer. I could mention, let me just jump to a slide where I do say a little bit of that story, that I'm going to be drilling down and showing you the devices that this is actually made of. What are the actual quantum devices? One option for the quantum device comes from microelectronics, and this depicts a device which is under development, in which you shuttle back and forth a single individual electron in the conduction band of a semiconductor. Silicon is shown here. Germanium is possible. Gallium arsenide is less likely at this point. But anyway, mainstream semiconductors, and part of the action of it is just to move the electron back and forth. These instruments could serve as the backbone of an electronic quantum computer. They are not actually as advanced as the so-called superconducting quantum computers. What's interesting about them in the longer run is that it's very plausible that these devices would work at 4 Kelvin of temperature. Unlike the more advanced devices coming from superconducting physics, which are pretty stuck at sub-Kelvin temperatures. Okay, before I go further, I even had an outline, but I thought I'd give you this long preamble. So I'll talk a little bit more about the basics of qubits, about what can make a qubit. I've already, and also more or less at the same time, the devices of the quantum computer, actually not so much the materials. But I find in this lecture, I decided I will actually emphasize a lot the system aspects of this, that there are issues of architectures of layouts, of how you bring control signals to the qubits, and of how you do fast measurements of qubits. All of these things are works in progress, I would say. Also, how to make the quantum computer reliable, with concepts of error correction and fault tolerance. Don't get too worried. This, this could easily be the agenda of a mini course. I will just give you an extremely condensed version of a set of these stories. So let me reflect on what a qubit is. So start in the center of this diagram. So this is the familiar Bloch sphere. So a qubit is something that can hold a bit of information, but it's more than that. So it can be in a state 0 or 1. But the idea of Bloch says that it can be in quantum superpositions of those. But this picture serves to tell a little bit of the story of what's the physical qubit, what's the constitution of the physical qubit. Some of these are extremely implausible qubits, but are just here for fun. So the cat being alive or dead, state 0 or 1, not a good qubit. A possible bit, a cat can be alive or dead, but actually, despite all the attention that's given to it, it's extremely implausible that you could make a physical state that's a superposition of alive and dead. So we rule out such a macroscopic object as being, a device for computation. And that takes us all the way down to, say, transistors, to the
logic devices in transistors, which also, of course, can be in 0 or 1 states, but transistors as they normally operate could not be plausibly put into superposition states. The story is the environment watches them too much. That is that the state can be a superposition of alive and dead, but it's along with a lot of other records of the fact of the cat being alive or dead, and that spoils the superposition effects of quantum mechanics. Now, the more plausible things are, so here's a diagram of, well, you could say it's a particle in a potential, just like what I was showing before, particle left or right. If this is an electron, and you talk about left or right, this is called a charge qubit. And this is also not such a great qubit. That is, superpositions do not live very long either for these. However, an abstract version of this, where this potential landscape is actually the potential energy curve of an electric device, and where the axis is not position but, say, voltage, then you definitely do have possibilities, and that's the basis of the superconducting quantum computer, in fact. Now, you have photons. So this is showing like a train of photons in a beam, and so photons can be horizontal or vertical. They're quite fine qubits. They're a bit hard to grab hold of and do logic on. And then finally, what I show is the spin magnetic moment of the electron, which is also a binary variable pointing either up or down. And that's also a potentially very fine qubit and is the basis of the kind of qubits that were illustrated in my little silicon microstructure a moment ago. Now, all of these, you have to be able to discuss superpositions. And for some of them, it's very, very easy. That is, between horizontal and vertical is polarizations in between at some angle. And that automatically is a superposition state if you can indeed work with single photons. In double well potential, quantum tunneling is the thing that produces superpositions. And for a magnetic moment, it's actually as trivial as just turning the magnetic moment. So that is that you can talk about a magnetic moment pointed to the right. Now you're told, oh, no, it has to be either up or down. But indeed, the state of magnetization to the right is decomposed into two basis states, up and down. So there also you get superpositions very easily. So now this list is maybe 25 years old, and it's been, well, there have been surprises along the way. There were certainly front runners. Photons came first in some sense, and spins were very plausible, but then superconducting devices came along, and for the moment, I would say are definitely in the lead. Well, I mean, there are other competitors. I could have put here other things having to do with other atomic phenomena, and I would, in a sense, lump them together with this part of the picture. And they're also quite competitive. But if you ask who has a 500 qubit quantum computer that can run gate operations, it's only the superconducting type at this point. Now, what is a superconducting qubit? Well, it's also, what I will not do is tell the real physics of that. You have to understand the physics of superconducting tunnel junctions. So I will leave out that part of the story and just say that this, but not so recently, this is a chip already from like 8 years ago. This is a 16 qubit quantum computer chip. And one can point to at least several attributes of this chip. There are the qubits, to the extent that you can say where a qubit is, it's certainly in this, in these dark boxes. Here are 8 of them in a row. And then here's another 8 of them in a row. By another way of looking at it, the qubit is embodied by the very tiny white dot right at the center of each of these boxes. Well, for some of them, the optical contrast is weird, but for half of them, you can see these dots. And that's a tunnel junction. And you could say that's the thing that gives its essential quantum characteristics. Now, these things are coupled to each other. So there's a meandering transmission line. This is a coplanar waveguide transmission line of the right length.
which provides a resonant coupling between this qubit and this qubit. And there are a lot of such couplers, such that you get effectively coupling both along the ladder and across the ladder. So it's sort of nearest neighbor coupling in a 2 times 8 lattice. The control and readout all come from here. So these are also resonant couplers, but to the outside world. So these landing pads are the place where all the cables come that I discussed at the beginning. Now, at the level of 16 qubits, this was not that complex. That is, you could indeed, just make a bonding arrangement, a package, so that you'd have 8 coaxial cables on this side, 8 coaxial cables on that side, and you had a good experiment. You had a good device. This is not scaling up that well. I'll come to that in a little while, but you might ask, well, what does the chip look like once it's this size? So this is already, this is 10 times bigger. Well, this is a generation from maybe 2 or 3 years ago now from IBM, the 127 qubit footprint. So this, of course, this diagram is highly schematic. It's just, little circles that say, that's a qubit, there's qubit number 41. But it does imply that there's some physical structure such that qubit 41 can participate in gate operations with qubit 40, with qubit 42, and with qubit 53. And the same story throughout the device. I haven't seen it, or I don't think maybe they haven't shown it, but it's pretty clear the whole packaging of this is already quite a bit more complex than the device I started with. That is, denser wiring structures, more complex chip mounts, all of that. IBM has given a little bit of hint of what this looks like. So let me show, at least, they don't give many pictures actually of their devices anymore. But this is a reasonable, it's a reasonable to expect this is pretty much what it looks like. Now, this is a sort of edge-on view. The qubits are not different from what they were 8 years ago. One recognized this sort of, well, it looks like almost sort of a military rank shoulder jewelry. I don't remember what kind of officer that would refer to, but 2 bars actually just form a capacitor of the right size, and there's a tunnel junction, which you can't really see in this diagram, and then couplers. And then you do see landing pads, but they're all over the place. So it says you have to contact this chip every place, everywhere in the interior. That was already recognized as a barrier quite some time ago. So I'll tell you at one level what this is based on. So here's a picture from actually about 15 years ago. At that time, this was totally conjectural. 15 years ago, that was an era of maybe 2 or 3 or 4 qubit experiments. But it was already clear that scale-up was desired and that 2-dimensional layouts would be necessary. Now, why necessary? That has to do with the nature of error correction codes. I think I won't say much more about it than that, but the topology of interconnection in 2 dimensions turns out to be crucial to have scalable error correction. So qubits coupled in a 2-dimensional array. So this was some attempt to say what this might look like, again, from 15 years ago. I was working at IBM at that time, so this was a sort of first study of what this might look like many years, but projected many years into the future. In this cartoon, the green dots are the qubits, so nothing really so specific about what the qubits were. The gray bars and the gray squiggly lines are various kinds of couplers. So it was anticipated it would be some more or less regular layout. And you see the yellow, or you might say gold, square pads. So this was already a very clear, need at that time, that this was speculating that each qubit would need 2 kinds of controls. You might say longitudinal and transverse controls. But what does that mean? That's sort of referring to what's going on the Bloch sphere of this qubit. So
So in here you see two controls, one via a transmission line resonator and one sort of straight wired to the qubit. So in this concept, there are two control lines per qubit. And one of these would serve double duty and would actually also serve as the readout line. Subsequently, IBM found how to do it with just one control line per qubit. So that's, a significant economization. But already the mystery was, how are we going to do this? Because definitely the orientation, the mindset was that all wires have to come from the edges. And that was clearly not the right idea. And that what that has led to is that are things like this. So now I'm actually jumping to Google. I'll say maybe one or two things about Google, but Google has comparable devices. And this is a picture of their packaged device, and you don't see anything. And you see a blank. And I don't think that's just because they covered up the picture. It's that these devices have to be multi-chips, or they have to be dual chips bonded together. It has been understood that at least that a crucial sort of first stage of putting this together is, because of the contacting needs, is to have a so-called flip chip. So you see the backside of a flip chip here. Now the flip chip can be a multi-layer module. It's not so demanding it won't have any of the sort of quantum parts already. So it can use conventional sort of multi-layer structures. Here already though, this was definitely a Google device of order 60 qubits. And you see the very large proliferation of wires outward. And what is not really shown here is how they then made a package to contact all these. I don't really know exactly. I do know that they had a much less economical approach where they have, well, we'll see it in a little bit, but I believe they had 3 control lines per qubit. So already with 50 qubits, they were needing over 100 control lines, and that's sort of a reasonable count of how many things you're seeing coming out the outside here. I think one needs some imagination to imagine how is this all going to work for 1 million qubits, and that's where you get these fantastic sort of fan-out structures filling, multi-meter, 10 by 10 by 10 meter volumes. I'll come to a possible solution to that at the end, but it's still really unclear how this is going to go. And it may be that the big quantum computer will be indeed a massive piece of hardware, that there will just be no way around that. Okay, so let me come back to, well, I'll show you now just one or two more. I wanted to show this briefly because I've concentrated on IBM and Google. The other group in the world that's comparably far along is the Chinese Academy of Sciences, that they've been consistently making devices of sort of comparable size to the big American companies. IBM is now up to 1,000 qubits. They do have a packaged device. They don't show details of how they've really managed to do that. Academic groups still do things, and what's definitely a valuable thing that they contribute is that when they do things, they show everything, and they explain everything. They just, and this is, as of now, one of the most advanced chips is one made in Zurich at the ETH laboratory of Andreas Wallraff, and this is an example of a 17 qubit structure intended to test out a particular concept in error correction. But you see, it's basically a square layout, different form factor than you saw for the IBM, well, somewhat comparable to the IBM. The principle of operation of the qubit is very, very similar, even though the geometric shape is very different. What's crucial about this device is how much capacitance it has to ground, and it has you can make many geometric shapes that have the same amount of capacitance to ground. So that somewhat explains the considerable variety in what the qubits actually look like. I have some words up here. We don't really have pictures of what Google layouts are like. We know that their qubits are X-shaped, X-shaped metallization.
And we know their couplers are tunable with some electronic control device with a control line, and we don't know that much more. Okay, I wanted to go on to a couple of the scientific questions that I would say we're still working on. I've now already said most of what I was saying about this chip. I said, where are the qubits? And I said, what's coupled to what? But what is definitely a problem is our stray couplings. So if you say, how is this designed? It's designed to have reasonably strong coupling between these qubits. It's designed to have reasonably strong coupling between these qubits to make possible the operation of entangling gates. It's not supposed to have any coupling between this qubit and this qubit. Nevertheless, it does. And this is determined by the basic electromagnetics of a chip like this, that this is basically, I mean, the qubit is many different things, but from an engineer's point of view, it's basically like a microwave dipole, a dipole with a resonant frequency in the microwave. And that radiates, and it can make it to here. Now, there's a lot of shielding in between. There's a lot of screening, basically metal in between, but there is some that gets to there. I quote some numbers, but they're not so meaningful, but except that if you say, well, microwave means I'm in the gigahertz, or 10 gigahertz, say. So 1 megahertz is a lot smaller than that, but it's not particularly small. And in particular, we care about numbers all the way down to the kilohertz level for these structures. So it's very important to diagnose these and mitigate effects due to these. But what I thought I would emphasize is just that we actually need a bit of new formalism for these things. So, so I mentioned that this is some of the work I've done, but also with people at IBM, that one needs sort of modeling methodologies. Maybe I'll jump also to here, which at one level are things that are familiar in the engineering sciences. So you actually need to accurately model the electromagnetics of such chips. So here's an example of a chunk of this chip, and it's an example of a plausible gridding, of a mesh that you would need to accurately, with some reasonable efficiency, model the electromagnetics of this. And then it turns out what you need, or what you do with that, is that you connect it to the theory of multi-port impedances, and you can calculate, this is all just classical electromagnetics, you can calculate the port-to-port impedance between any of the ports that I've circled here, and there's some external ports. There are also sort of internal ports, that is, looking outward from the qubit also counts as a port, and you can talk about the impedance between any one of these ports, I and J. And we derived formulas that, with some limitations, actually will give you a prediction of how strong the coupling is. Now, this is a quantum Hamiltonian, and it says, if you want to know what's the XX coupling, the Pauli operator X of qubit I, Pauli operator of qubit J, how strong is the coupling between those? And so it was possible to both simulate and measure these things, and the results were encouraging. That is, that definitely, with some scatter, it was possible with these formulas, it is possible with these formulas, to have good predictive power of saying, well, how big are these small couplings, or these extra couplings over distances? And that's, one step of a design loop to, work on strategies for getting rid of those. And very gradually, these chips are getting better. IBM has cleaned up things. They refer to it as microwave hygiene, and identifying undesired structure or properties, couplings, and finding design approaches for getting rid of them, which regrettably they only reveal partially to the outside world. But I think it's illustrative of a good piece of science, that it comes from rather traditional electrical engineering being applied in a rather unusual setting, but
well, it proves that Maxwell's equations work. And when you use them wisely, they can also tell you important things about quantum devices. Now, let me jump a little bit up to the system level. So this takes you back more than 10 years. And this is an experiment at the Technical University in Delft. This is a description of what it takes to do an experiment on 1 qubit. So I said, oh, yes, physicists have known how to do this for a long time. But actually, there are elements of this that were only learned on the fly. That is, while people have done single device experiments for decades, doing them at the precision level needed, and with the noise tolerances that we now understand are needed for quantum computing, demanded a whole rethink of the entire instrument structure up here. So this should appeal to the real electronics engineers of you. And you see the kinds of devices that you have to think through. At the top are the sort of regular laboratory instrument, arbitrary waveform generators, mixers, IQ mixers, signal generators. They go through attenuation. These are actually basically noise filters for these things. They interact with the qubit, so-called transmon qubit. And then information flows out. You need to have a lot of isolations. These are all isolators or circulators. This is a completely brand new kind of first stage amplifier that was invented just to do this kind of work, the so-called Josephson parametric amplifier. Since then, there are fantastically more engineered versions of these. These use a superconducting tunnel junction that's the nonlinear element of the amplifier. There are now better designs, but which require arrays of thousands of superconducting tunnel junctions in kind of transmission line structures to make traveling wave parametric amplifiers. So this has been an area of tremendous development of very advanced amplifiers with, specifications that would never come up. Up here you have regular amplifiers. This is a pretty much regular microwave 30 dB amplifier. The idea is it's far enough up the amplifier chain that the performance is not so critical at this point, and it's out at the room temperature. 20 years ago, this was the state of the art to do 3 Kelvin amplifiers using high electron mobility transistors. This is now a kind of routine part, but it was understood that you needed even another stage of amplification with noise temperatures in the sub-Kelvin regime. So this whole development of an amplifier chain, this amplifier works in reflection, which is why you see, the signal goes in, it gets amplified, it bounces out again and through the circulator and up this amplifier chain. And then a demodulation and digitizing. And this also emphasizes that even more than 10 years ago, people also had to think about fast feedback. And so there's a section of this. The stuff in red was the brand new stuff in that experiment where the signal was captured and immediately controlled a next event, a next gate, basically, on this qubit. Scaled up, we view that, and with higher performance than what was done in 2012, we see that is crucial for making error correction work. Fast diagnostics of errors and then fast feedback. We really have not yet closed the loop on that. That is, there are aspects of this that are not fast enough yet. I guess I would point to, what would I point to? The slow part is actually the cavity ring up kind of physics. So it's actually physics quite close to the transmon that, to the qubit itself, that is the speed limit in these things. But there are new designs to try to overcome that. This is now the sort of last section that I think I'll go through that this showed the story of 1 channel. Now here's was an experiment a few years later on 9 channels.
this was actually a glimpse at what Google ended up doing in the subsequent years. This was still a somewhat immature design. This was their qubit as of 2015. There's a Josephson junction, there's the tunnel junction somewhere in here, probably down here, which cannot again be seen. I think what's interesting about this one is that they were, again, quite explicit about what their electronics was. And this was one of the 9 channels, was this entire story. But what I think what's interesting is this is actually the waveform snapshot. So, you know, the thing that was just schematized as simple sinusoids on the analog part of the initial diagram, this is what they actually look like. And it's a whole mixture of things. They're sort of baseband signals for switching characteristics, but these are all, yeah, these are on the microsecond level. So some of these are sort of 10, 20 nanosecond square pulse structures. Some of them are short pulse but modulated. So there's actually a 6 gigahertz carrier underneath some of these envelopes. Some of them are very long, and these are the so-called readout pulses. So the acquisition of information, you know, is the qubit a 0 or a 1, tends to be the longest pulses, and even still today, although they are now much shorter than 1 microsecond. So that's an aspect of the performance that has been significantly improved compared with these. The really short little bursts are almost certainly 1 qubit gates. They are very fast and easy to do. The things that are more complex waveforms typically are the entangling gates, and they often require several channels in coordinated action to both, you know, turn on a coupler and then apply a resonant burst and then turn off the coupler again. So imagine, though, this is only for 9 qubits. So this is all presently being done in instruments with, you know, getting close to 1,000 qubits. So, you know, definitely the sort of quality control of getting this all to work accurately is a pretty mind-boggling job. And, you know, we hear reports that I've left IBM now 13 years ago, but I know that they have a department of over 1,000 people who work on these kind of quantum computers these days. So it's a very big and complex enterprise. Let me close with one observation, that a fundamental problem is this problem of cabling. That is that you have millions of qubits. Apparently, you need millions of coax cables to connect them, and some fantastic, I don't know what, package to deal with that. There are research groups that are working on a replacement of all of this with a module more like this. The concept here is the following: that you bring the digital control instructions right to the device, but you need an interlayer. So this is all, say, in the cold space. So you just bring your Ethernet cable, so to speak, down to cold temperatures. And then the challenge is, can you miniaturize and not only miniaturize, but make very low power versions of all the driving electronics, all the things that, say, will make these waveforms, and have them function at, let's say, 1 Kelvin of temperature. So make a fantastic chip, basically, that will do everything that this, you know, giant room full of electronics in the room, in other words, at room temperature, do in all present designs. So that's an ongoing challenge. Actually, quite a few IC engineers have taken that up as an interesting sort of basic research challenge. You know, can we make integrated circuits? They work at a few Kelvin. They have milliwatt dissipation requirements, very, very, very low power. So that's an interesting, you know, challenge for engineering today. So I will wrap up. I've somewhat lost track of how long I've been talking, but I hope not too long. And so this gives you a snapshot of what's going on currently with the development of quantum computers. I think it's going to be a very, very interesting next 10 years. You know, in particular, the instrument that I started with will be
totally obsolete by 10 years from now. That seems completely clear, but what it will be replaced with precisely is not so clear. Okay, so thanks for listening, and I'm happy to hang on and answer a few questions.